et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Plein Cadre, le podcast de Martin Eden, et aujourd'hui on est avec Droitard Fragile. Salut Droitard. Oui, bonjour. Vous êtes bien sur la radio. Bonjour, ça va? Ça va bien. On se présente, mais non, tu nous connais. Mais alors, Juju, comment ça va? Bah écoute, ça va. Tu es au courant un petit peu de ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment? Oui, mais vu que le public ne sait pas, voilà, c'est bon. Nous sachons, comme diraient les autres, mais le public ne sait pas et le public passe d'un drama absolument délicieux. C'est amour, gloire et syndicat. Mais enfin bref, c'est ça notre sujet. À ce qui paraît, moi j'ai entendu, ouais, les militants de lutte ouvrière, c'est des cucks. Moi ça, mais après bon. Voilà, je suis quoi. Non. J'ai dit que j'avais ramené une meuf de force ouvrière avec moi et que c'est vrai que j'étais un peu déçu. C'est-à-dire, je pensais avoir un pitbull et j'ai eu un chihuahua. Voilà. Les trotskis ont déjà lâché le pouce en bas. Ah, nique ta mère! Le gars, c'est un bandeur d'Hayek, et là, quand même les trotskistes, c'était mieux avant, constate, tout ça, quand même, hein. Oh putain. Voilà ce à quoi, chers amis, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas accès à un lecteur d'Hayek qui tout de suite devient leader syndical, voilà. Et je vous garantis que la transition, on dit que la transition de genre c'est violent, mais la transition du travail, je vous garantis qu'elle est pas mal non plus, hein, par rapport au travail. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais alors, Juju, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va parler aujourd'hui? Est-ce que tu peux te teaser un petit peu, voilà, présenter un petit peu au public pourquoi tu es revenu, voilà. Tel une MST, tu es revenu. Sûr. Quel bâtard. Bah écoute, ouais, alors je vais expliquer un peu le dépistage du jour. Du coup... Putain. Du coup, on va parler du traité néo-réactionnaire de Nîmes, donc qui est un livre édité aux éditions du Royaume de Julien Rochdy. Et voilà, qui est un livre que j'ai fait envoyer à monsieur Martin Eden, parce que voilà, je suis plus riche que lui avec tout l'argent que je vais me faire sur le dos de mon employeur qui fait beaucoup d'erreurs. Et donc voilà, je me suis permis d'utiliser les thunes du capital pour lui envoyer ce petit bouquin pour qu'on discute. Et donc, bah écoute, c'est un livre en fait. Alors Nîmes, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui tient un blog qui s'appelle Rage. C'est un acronyme pour Retire All Government Employee. Donc retirer tous les employés du gouvernement. Et donc il y a un truc utilisé par un mec qui s'appelle Curtis Yarvin, donc qui est un mec de la néo-réaction. Je pense qu'on reviendra un peu là-dessus. Mais en gros, voilà, le blog, c'est vraiment centré autour de thématiques. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait présenter, mais un peu capitalisme, identité, ce genre de choses, technologie, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Après, je sais pas trop ce que je pourrais en dire d'autre. Je pense on rentrera dans le vif du sujet. Est-ce que toi, t'as quelque chose à en dire déjà? Bon, alors ce livre, déjà, je remercie Juju d'avoir filé de la thune à Julien Rochdy. Voilà, c'est ça. Déjà, d'une, je le remercie parce que ça m'évite, moi, de financer ce sac à merde, déjà. Mais c'est vrai qu'on avait un peu enregistré sur le technofascisme, tu sais, c'est le livre de Sylvie Laurent sur les origines story de la Silicon Valley. C'est vrai que je me suis dit, tiens, ça serait pas mal, tu vois, parce que je crois que t'avais un peu, sur ce podcast, même plus globalement, même en off, tu dis ouais, quand même les gauchistes c'est un peu des cucks, vous lisez pas les mecs d'extrême droite, nani nanana. Alors effectivement, c'est vrai. Bon, me dire ça, moi c'est un peu con parce que j'ai quand même Mein Kampf édition critique de 800 pages, tu vois. Bon, j'ai envie de dire bon, tu peux le dire ça sur les cucks de Twitter, mais à moi bon, c'est un peu plus léger, tu vois. Mais globalement, j'avoue que c'est vrai, tu vois. On ne lit pas ou pas assez je vais pas dire les théoriciens d'extrême droite parce que bon, pour moi c'est pas de la théorie, c'est de la branlette, mais c'est vrai qu'on ne lit pas l'extrême droite. C'est vrai qu'il y en a peu de chez nous qui lisent du genre Raspail par exemple, du genre. Après c'est pas un reproche, hein. C'est vrai que c'est pas un reproche parce que Jean Raspail, j'ai lu trois pages.
ok, la gerbe était présente, mais c'est vrai qu'on malgré tout on fait pas l'effort de lire les kilomètres de merde que ces gens-là peuvent publier. Tu vois déjà qu'on a du mal à s'enfiler leur live interminable, mais c'est vrai que leur livre un peu plus sérieux, en tout cas à prétention théorique. C'est vrai il y avait pas eu de débunkage de comprendre l'Empire en son temps d'Alain Soral. Bon, depuis, j'ai un peu pallié au truc, mais bon, j'y arrive après la bataille. Mais c'est vrai que l'extrême gauche, un peu, je pense par arrogance intellectuelle, qui peut justifier dans un premier temps, considère ça comme de la mauvaise littérature, ce qui objectivement ça en est de la mauvaise littérature. Mais c'est vrai que ça nous empêche aussi d'appréhender un petit peu, ça nous empêche de les appréhender, d'avoir leurs rêves, voilà. Garde tes amis près de toi, mais tes ennemis plus près encore, comme diraient les mecs de la Grèce antique, tu vois. Donc, je trouve que la remarque de Juju, même si elle s'appliquait pas forcément à moi, en tout cas, il avait un peu michote, mais je pense plus globalement, je pense que ta remarque était plutôt vraie. Ah, bah ouais. Je suis content de t'entendre dire ça. Bon après, moi j'ai pas lu Jean Raspail là, les histoires où il y a des mecs qui débarquent avec leur tikka masala machin et tout, et la France devient une espèce de nan fromage géant quoi. Non, ça je suis désolé. J'ai pas lu ça. Non mais ça. Voir ce mec écrire Jean Raspail, c'est vraiment Eric Cartman premier degré qui se prend pour Baudelaire, tu vois. Premier degré. C'est très spécial à lire. C'est enfin bref, genre télécharger le PDF de Jean Raspail, le camp des saints, voilà, c'est télécharger le PDF, c'est gratuit, et vous êtes parti pour la lecture, ma foi, voilà, c'est il y a le livre aussi de Conversano que j'aimerais bien lire avant qu'il meure. Parce que je sais que bon maintenant il est un peu sous chimio, voilà. Mais avant qu'il meure, ça serait mon geste, voilà, mon ultime manque de respect en disant qu'effectivement j'ai lu Conversado. C'est un très mauvais écrivain, voilà. C'est voilà. Comme quoi, ce qu'il y sera comme postérité, c'est que sera Lucas Lagueule. C'est le seul souvenir qu'il laissera. Mais enfin bref, tout ça pour dire que voilà. Tu disais quoi déjà? Pardon, avant que je manque de respect à Conversado. Non, ce que je disais, non, c'est vrai que mais je pense que c'est peut-être pas un défaut inhérent à la gauche, quoique il y a peut-être ce côté dans la gauche où on se pense comme des intellectuels très forts en sociologie, ce genre de choses. Mais je pense que tous les camps, un petit peu, se pensent très intelligents, tu vois. Ils vont pas forcément voir ce que fait l'autre. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi de regarder ce que font les autres en termes de pensée. Après, c'est sûr que je te connais, tu vas dire ouais c'est de la merde et tout, c'est nul à chier. C'est gros. Attends, on n'arrive pas au cœur du sujet, mais j'ai lu le truc juste là. On va juste parler de l'intro. L'intro à l'écomac. L'intro à l'écomac, frère. C'est bon. Oh là, l'extrême droite encore ses grands classiques, mais franchement, moi c'est du React littéraire. Voilà, c'est du React littéraire. Voilà, faut le savoir. Voilà, Julien Rochdy, si tu nous écoutes, franchement, c'est comme avec le projet de Monsieur Sam, lire ton putain de bouquin de merde, franchement, c'est des barres de rire. C'est des barres. Voilà, enfin bref, vas-y, Juju, qu'est-ce que tu disais, pardon? Non, bah après, moi, je plus grand-chose à ajouter. Je pense que si tu veux, on peut rentrer dans le vif du sujet, expliquer de quoi ça parle, plus ou moins en tout cas de quoi l'intro parle et l'avant-propos. Bah vas-y, enfin moi l'avant-propos voilà je lance. Vas-y, que nous dit Nîmes. En plus ça me fait penser au film d'animation, je sais pas si tu connais Nîmes, enfin c'est un film des animations des années 80 je crois. Enfin bref, c'est les darons auront la référence. Je connais la ville de Nîmes. Non, je sais plus. Bah vas-y, lance-toi, vas-y alors de quoi alors quel est le nom du livre, l'auteur, l'avant-propos et l'introduction, vas-y, présente-nous le livre. Voilà, présente-toi. Ah ok, alors bon le livre Nîmes j'ai déjà évoqué un petit peu qui c'était, c'est un mec qui tourne autour du blog Rage. Bon moi j'avais déjà vu sur Twitter des petites déclarations qu'il avait sorties. À l'époque, c'était il y a quelques années, mais ça semblait quand même un peu vachement raciste quand même, hein, voilà. Genre du style creux. Enfin, je sais plus exactement. Non, je veux pas avoir un procès en diffamation et dire qu'il est. Mais je crois que ça avait un rapport quand même avec les gens qui traversent la mer, tu vois. Donc bon, ça sentait pas très bon. Voilà. Mais autrement, oui, il y avait un mec sur son blog qui écrivait. Je me souviens comment il s'appelait déjà. Il avait fait un truc qui s'appelait La droite prométhéenne ou je sais plus, un truc comme ça. Ah ouais, Romain d'Aspremont. Ouais. Je crois que c'est une rêve. D'ailleurs, je crois que la droite prométhéenne, je crois que c'est une rêve à Conversano, ça aussi.
Alors, là, je crois qu'il faisait surtout référence à un mec qui s'appelait Guillaume Fay, qui était un gars de la Nouvelle Droite, qui parlait d'archéofuturisme. Guillaume Fay a été publié par Conversano. Ouais, c'est vrai qu'il a publié effectivement un roman. Avant qu'il meure, ouais, il a été publié par Conversano avant de mourir. Bah après, Guillaume Fay, il était aussi. Alors lui, c'est bizarre. Il a fait sa jeunesse dans des mouvements genre néo-fascistes, et puis après, il s'est retrouvé sur Skyrock, tu vois, pour faire des vannes. Donc. Non mais la cancel culture, frère. À un moment donné, la cancel culture déjà à l'époque. Hein, non mais comment il s'est retrouvé sur Skyrock? Alors je sais plus l'histoire, mais je me souviens plus quel était son pseudo. Attends, il faut que je le retrouve. Mais vas-y. Je pense que si tu tapes Fay Skyrock, vas-y, tape. Guillaume Fay, alors il travaille notamment comme animateur de Skyrock sous le pseudonyme de Skyman. D'accord, Skyman, ok, bon bah. Okay. Je pense qu'il devait boire beaucoup de whisky à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Et en tant que Skyman, il fit la joie de ses auditeurs par ses canulars et son esprit provocateur. Aïe, sacré Skyman. Bon, en tout cas, voilà, l'archéofuturisme, ça vient de là. Mais autrement, non, sur Rage, il y a plusieurs mecs qui écrivent. Généralement, c'est des mecs qui sont quand même autour de l'idée de l'identité occidentale, le transhumanisme, le capitalisme. C'est un peu leur angle de défense. En fait, c'est un petit peu comment les mecs aiment bien se présenter un petit peu comme cette extrême droite progressiste, on va dire. Enfin, je caricature un petit peu. Enfin, je dirais plutôt l'extrême droite technologique, en fait. Peut-être dans ce sens-là, tu vois. Oui, on peut l'appeler comme ça. Après, je sais pas s'ils se définiraient d'extrême droite eux-mêmes, mais bon. De toute façon, les mecs d'extrême droite. Les mecs d'extrême droite se définissent rarement d'extrême droite aussi, tu vois. Bon, c'est les mecs ils te sortent. Oui, je suis raciste, je suis pour l'épuration raciale, mais t'inquiète frère, je suis pas d'extrême droite, je suis juste de droite. Oui, bon, on connaît la feinte, hein, ça va quoi. Donc, mais c'est vrai que même si c'est l'épuration raciale en jour pair, ça va. Je suis juste de droite, hein, voilà. À skip, voilà. Mais ça me fait penser aussi, ça fait un peu penser, comment dire, Conversano il y avait une tension, enfin il y a une même l'extrême droite a ses divergences théoriques. Hein. Après, bon, faut voir la gueule des divergences, mais même par exemple un mec comme Conversano, lui, il s'est mis une partie de son public à dos parce que Conversano, lui, il était pro-vaccin, tu vois, pro-science. Bon, après, lui, il te parle de science blanche. Bon, ouais, oui, le gars est pro-science, mais malheureusement, je dirais peut-être pas pour les bonnes raisons, tu vois. Mais on va dire que globalement, là où l'extrême droite est plutôt complotiste, j'ai dire anti-science globalement, tu vois, anti-consensus scientifique, parce que le consensus scientifique, ça serait un truc, un truc de sioniste, de juif, d'islamo-gauchiste, enfin bref. Et Conversano, lui, il est pas vraiment dans ça. Je veux dire, n'était pas, genre il est déjà mort, non, il n'est pas dans ça. Voilà. Pardon. Pardon. J'essaie d'anticiper les bonnes nouvelles. Pardon. Non. Enfin, tout ça. Attends, le gars frappe sa femme parce qu'elle regarde trop ce Grey's Anatomy, gros. À un moment donné, bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que oui, Conversano, lui, il expliquait du fait que voilà, la science, tout ça, mais plus globalement, tu vois, Conversano, il est plutôt fan d'un Elon Musk. Il aime bien Trump, mais sans plus. Sur lui, il kiffe plus Elon Musk. Tu vois, il a plus cette vibe un peu science, etc. En plus, vu qu'il est dans un il est en train de mourir. Enfin, tu me diras, on est tous en train de mourir, mais vu que lui, il a sa santé particulièrement fragile, c'est vrai que lui, il a fait pas mal de recherches pour quel protocole de santé pour se remettre, etc. Et là où un Julien Rochdy, par exemple, lui, il est plus dans une vibe un peu écolo-voltige, tu vois ce que je veux dire? Lui, il est pour l'osmose entre l'homme et la nature, là où un Conversano dirait ouais non, il faut que l'homme domine la nature, tu vois, il serait plus dans cette optique là, tu vois. Donc même au sein de l'extrême droite, la question de la technique n'est pas, ça peut être un sujet de divergence. Bon, après, je vous rassure, ils sont tous d'accord pour tataner les Arabes, hein. Enfin, je crois que globalement ils sont tous d'accord là-dessus, quoi. Voilà. Oui, et puis je me souviens, j'avais pas mal étudié la question, tu vois, de l'ésotérisme au sein du nazisme. Et en fait, tu te rends compte que bon, il y avait Himmler qui était pas mal sur le délire avec les runes de Guido von List, des trucs comme ça. Il était sur ce genre de trucs, de bail.
Mais et puis les délires aussi de Tulé et l'hyperborée et tout. Mais en fait, la plupart des mecs dans le nazisme, ils en avaient rien à branler de ces trucs-là, tu vois. Ils étaient en mode bon, laisse-nous tranquilles, là. On est entre adultes, quoi. Va faire tes Va jeux de faire rôle jouer chelous dans ailleurs, ta quoi. cave. Voilà, va faire tes jeux de rôle chelous dans la cave, quoi. Après, je crois pas que Rochdy soit dans ce genre de truc. Je pense qu'il est plus dans le côté décroissance un petit peu, Ouais, il est plus limitation du capitalisme. Ouais, lui, il est plus. Enfin, ça dépend des moments, mais tout. Enfin, décroissance, alors que le gars est un Instagrammeur. Enfin, bref, qu'il a passé la moitié de sa vie à vivre dans un aéroport. Mais enfin, bref. T'es de gauche, t'as un iPhone. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, gros, à un moment donné, à écouter Rochdy, gros, on devrait être tous des hobbits, gros. Enfin, là, il y a la terre du milieu, les magiciens, les hobbits, gros, qui dosent un peu, quoi. Enfin, voilà, le gars est un Instagrammeur, voilà. Enfin, voilà, c'est. Enfin bref, tout ça pour dire que ouais, Julien est plus, enfin Rochdy, il est plutôt dans cette la nature, voilà, la nature et l'humain dans la synergie. Enfin, il est pas dans la domination de la nature, il est plutôt dans la communion avec la nature en fait. Voilà, tout simplement quoi. Et d'ailleurs, il aime beaucoup Tolkien. Pour lui, Tolkien est même le Seigneur des Anneaux, et pour lui, c'est un contre-réactionnaire, conservateur. Ce qui en partie est vrai, mais ce qui en grande partie est faux aussi, tu vois. Faut arrêter de déconner. Donc voilà, c'est pas pour rien que la contre-culture s'est emparée de ces romans dans les années 60, quoi. Enfin, donc voilà. Pourquoi on parle de ce connard pourquoi on parle de Julien Rochdy déjà, je sais plus. Bon, parce qu'il a édité le bouquin, je pense. Mais... Ah, c'est vrai, c'est ça. Non, Voilà, après, c'est ça. je sais plus d'où c'est parti, mais bon, ouais, si on doit revenir sur le bouquin, le titre c'est Traité néo-réactionnaire, mais le sous-titre c'est Penser l'accélérationnisme. Et donc c'est un sujet central, l'accélérationnisme dans le bouquin. Alors généralement nous on entend l'accélérationnisme comme le côté ouais, on va voter genre Rassemblement national pour que ça foute le bordel, et puis comme ça le système il va être en crise et on va pouvoir faire une révolution. Enfin globalement quoi. C'est un petit peu... Alors dans le jargon on appelle ça faire une pas du team, voilà. Oh le bâtard. Ils ont pas fait ça. Je t'en souviens que pendant enfin je sais plus il y avait une élection, c'était pas présidentielle, c'était législative, où en fait dans une espèce de bière à 5 bandes, voilà, Paduy avait appelé à voter RN en fait. Oui, mais si ça fait ça, donc ça fait ça, donc ça va faire ça. Le gars il s'est cru dans Donjons et Dragons quoi. Moi je n'aime pas forcément en ce moment la pas du team, je vais pas le cacher. Mais pour être fair play avec Padu, son idée en gros c'était de dire pour pas que Macron ait une majorité, vu que le RN va pas en avoir, voter pour faire barrage au mec de Macron si jamais il y a possibilité quoi. Ouais, alors moi je citerai le contre Usul, qui avait répliqué dans Ouvrez les guillemets, à l'époque il était encore chez Mediapart. Bah quand tu votes pour des fascistes, bah t'as plus de fascistes. Sun Tzu, l'art de la guerre. Pardon, voilà. voilà. C'était la petite remarque, voilà. Et donc mais en tout cas bon, Padu n'est pas le sujet du jour, l'accélérationnisme plutôt est le sujet du jour. Et donc l'accélérationnisme là, en fait l'idée c'est plus ou moins on va accélérer le développement technologique, enfin le développement de ce qu'il appelle le techno-capital, parce qu'en fait il mélange un peu les deux concepts et donc l'objectif ça nous permet d'atteindre une singularité. Alors même s'il sous-entend qu'on a déjà plus ou moins atteint une singularité, mais je reviendrai dessus. Mais en gros, ça va permettre un emballement de la technologie, un développement. En général, c'est ça l'accélérationnisme. Et donc ce qui présente en gros, c'est les différentes branches dans l'avant-propos de l'accélérationnisme. Donc il dit en gros, il va y avoir un accélérationnisme dit efficace. Il cite un représentant, alors qui lui dit Jeff Bezos, mais en fait c'est un alias. Le mec s'appelle Bazet Jeff Bezos donc Jeff Bezos basé sur les réseaux. Donc lui, il est défenseur plutôt d'un accélérationniste qui s'appelle efficace, donc l'IAX, qui est vraiment un peu le truc global. Mais ensuite, ce que nous explique l'auteur, c'est qu'en gros, il y a une version de droite, donc le right accélérationnisme, et une version de gauche. Il cite d'ailleurs un livre qui s'appelle Accélérer le futur, qui ressemble un petit peu, je pense, vers un cybercommunisme de Cockshott et Cottrell, mais en gros, l'idée, c'est que tu vas utiliser la techno pour permettre des gains de productivité tels que tu vas pouvoir te débarrasser du travail et du capitalisme, quoi. Et donc il y a différentes approches, et l'approche que l'auteur préconise, c'est plutôt la version droitière, donc de Nick Land, qui est un auteur qui est parti s'exiler en Chine, je crois,
ce qui est un peu étonnant comme concept. J'ai envie de dire lourd droitard, hein. Lourd droitard, les gars. Je suis de droite. Je vais vivre dans le PCC, le Parti communiste chinois. Mais après, est-ce que le Parti communiste chinois est-il vraiment de gauche? Voilà, je pose la question. C'est une question que tu pourrais te poser. Ouais. Mais en gros, Nick Land, lui, il est beaucoup celui qui a développé ce qu'on appelle la néoréaction avec Curtis Yarvin, ou les NRX. Voilà. Donc c'est un peu le truc qui gravite, comme je l'avais expliqué dans le podcast sur Sylvie Laurent. C'est un peu les gars qui gravitent autour de l'administration Trump et qui essayent de faire des gros poutous à J. Davens, quoi. Et donc globalement, c'est de là d'où vient, je pense, le titre traité néo-réactionnaire, c'est que lui, il défend plutôt cette vision de l'accélérationnisme droitier d'un Nick Land, et puis les positions d'un Curtis Yarvin, alors qui bizarrement a écrit un truc qui s'appelle le Manifeste techno-pessimiste apparemment, ou quelque chose dans le style. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un peu cette idée, il y a un pôle en gros économique et technologique, il y a un pôle politique, et l'objectif c'est de savoir comment optimiser le pôle politique pour qu'il permette le meilleur développement technologique. Voilà. Et vous seriez surpris quel énorme cut du 19e siècle ces connards invoquent pour justifier l'accélérationnisme. Vous seriez très curieux. Alors, petit indice, il a pas dû à sa moustache. Ah oui, Friedrich, mais il faut lire le livre de Deleuze. oui, Deleuze qui cancelle totalement le Nietzsche nazi, on va dire. Enfin bref, pour nous présenter un Nietzsche progressiste, ce qui n'a jamais été. Faut arrêter les conneries. Enfin bref, lire Nietzsche, l'aristocrate rebelle. Même si l'auteur c'est Édition Delga et ça installe. Le bouquin est pas mal quand même. Le bouquin est pas mal. Mais voilà, en fait, Nymphe, comment t'appelles le gars qui a écrit le bouquin là. Nîmes, voilà, et le gars invoque, surprise, Nietzsche. Voilà, il cite Nietzsche, la volonté de puissance pour justifier l'accélérationnisme d'un point de vue philo. Le nivellement de l'homme européen est le grand processus que l'on ne saurait entraver. On devrait encore l'accélérer. Nietzsche, la volonté de puissance. C'est bizarre quand même, putain, les sacs à merde ont une certaine tendance à être Nietzschéens. C'est vrai que c'est bizarre, ça. Et non, je parle pas de Danny Caligula. Moi, j'avais envie d'acheter chez les Belles Lettres Nietzsche, la bibliothèque idéale. Ne m'en veuillez pas, mais bon. Je pense que si tu n'aimes pas Nietzsche à 14 ans, c'est que t'as pas de cœur. Si tu aimes toujours du Nietzsche à 40 ans, c'est que t'as pas de cerveau. Voilà, c'est mon petit truc perso, tu vois. Mais tu n'as pas encore 40 ans, donc ça va. Tu es sauvable encore. Tu es sauvable. Je me suis méprisé. Non, mais j'ai sorti la même vanne à Léo en son temps aussi. Enfin bref. Ouais. Alors après, il y a quand même un désaccord là avec Nietzsche, je crois quand même dans le bouquin, qui est que Nietzsche il dit en gros tout ce qui est utile à notre vie ou à notre bien-être et tout est une bonne chose, peu importe sa véracité plus ou moins. C'est de toute façon, on peut pas vraiment dire le vrai parce que on est on fait notre corps, notre raison, elle dépend de notre corps, de son interaction avec l'environnement, d'un cerveau qui est limité. Donc, on peut pas vraiment dire le vrai. L'important, c'est s'affirmer dans la vie, et s'affirmer si ça nécessite du faux, c'est pas forcément un problème. Et l'auteur a l'air plutôt contre. Hein. Ça, il dit plutôt, pour le coup, que lui, justement, la technologie, la technique relève plutôt donc de la science, de la vérité. Alors il cite même Heidegger pour ça. Mais pour lui, alors Nietzsche, Heidegger, franchement, on les. Mais pourquoi Heidegger, lire le bouquin Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, Emmanuel Faye, je crois que c'est Emmanuel Faye, c'est ça? Non, je confonds du genre Guillaume Faye, du genre l'auteur, ce connard. Mais non, Emmanuel Faye, édition de poche, le bouquin coûte 8€, 600 pages. Vous lisez ce bouquin, moi je me suis arrêté au tiers, c'est bon, j'avais compris, c'est bon, ça m'a saoulé quoi. Mais voilà, Heidegger, immense. Voilà, c'est Gautier nazi philo, tu vois, pour vous dire à quel point le gars pour dire à quel point le gars était nazi d'un point de vue philosophique, le gars d'un point de vue philo est arrivé à justifier qu'en fait le négationnisme, dans le sens où en fait on n'a pas réellement tué les juifs parce que vu que les juifs n'ont pas accès à l'être, donc s'ils sont pas vraiment en vie, donc si on les tue c'est pas vraiment un meurtre. Voilà, je te la fais en version simple en fait, tu vois. Donc à un moment donné, bon,
Nietzsche déjà, red flag, comme on dit dans le milieu. Heidegger, là, c'est carrément bon. C'est compliqué. Là, ça, je connais la fin du film quelque part, tu vois. Tu veux, tiens, tu veux que je te Vas-y, fasse vas-y. plaisir en te lisant un passage Vas-y. de Mario Bunch sur Heidegger ou pas? Ah, vas-y, fais-moi. Alors, Lis-moi il dit- lis-moi, vas-y. Ouais, c'est dans la définition de l'existentialisme dans le dictionnaire philosophique, il dit: les affirmations de Heidegger se divisent en deux catégories: intelligibles mais fausses ou banales, et inintelligibles. Étant pour la plupart obscures, elles n'ont aucune signification claire, par conséquent leur supposée traduction est une fraude. Exemple: Das Dasein ist in seiner Vertrautenheit mit der enfin, moi, j'arrive plus à lire, tu vois. Et il y a marqué, entre crochets, il y a marqué en allemand dans le texte original. Et après, il met référence à la définition charabia pseudo-philosophique. Non, mais Mario Bunge, c'est un peu le Wojtek de la philosophie matérialiste, quoi. Non, mais c'est vrai que bon, ça m'a fait rire quand même. Hein. Le mec qui met le texte en allemand direct. Tu vois. Et TRPTDR, ça veut rien dire. Allez, next. Non, mais voilà, après, bon, c'est vrai que oui, le bouquin, il cite Deleuze et Guattari. Étonnamment, Guattari est cité, étonnamment. Ouais, soutiendront qu'à leur tour, le capitalisme devrait être dépassé, bla, 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 bla. Et peut-être l'aspect de la modernité comme singularité technologique. Peut-être cet aspect-là aussi de l'intro, non? Ah oui. Alors, là, parce que là, on est dans le conte de fées plus 1000, là. On est dans le conte de fées. Alors, en fait, lui, il définit en fait une singularité comme étant un événement extrêmement improbable, qui a vraiment très peu de chances d'arriver. Mais à partir du moment où il arrive, en fait, c'est un bouleversement pour l'humanité, quoi, ou en tout cas pour ceux qui vivent la singularité. Et il a l'air de dire qu'en fait, l'Occident a vécu une singularité avec l'introduction du nombre 0, qui donc aurait permis des développements scientifiques, économiques, technologiques sans précédent. Alors bon, je n'ai pas vérifié plus que ça l'information. C'est peut-être vrai que ça a permis pas mal de trucs. Mais il a l'air de dire qu'à partir de ce moment-là, déjà, l'Occident, c'est bon, quoi, a tracé tout le monde, tu vois. Et que ça lui a permis à la fin d'arriver avec des technos de fou. J'avoue que j'ai pas assez étudié la question et le sujet pour dire si c'est vrai, mais la plupart du temps, la singularité, on a plutôt tendance à ramener ça à l'intelligence artificielle, par exemple. Si on avait une super intelligence qui émergeait, tu vois, les développements que ça permettrait seraient probablement sans précédent, quoi. On n'aurait jamais vu ça auparavant. Alors, en bien ou en mal, hein, ça, après, chacun sera juge. Aussi, dans ce chapitre. Ouais, dans le chapitre, surtout en fait, parce que là, en fait, effectivement, là, qu'on lit le sous-titre, la modernité comme singularité technologique, c'est pas l'unique info, c'est pas l'unique info dans le truc. Quand je parlais de conte de fées, effectivement, il revient sur cette notion de zéro, ou en tout cas d'éléments, d'étincelles, qui aurait fatalement voilà. Moi, je pense que le monde est parti en couille à partir du moment où on a inventé le feu, tu vois. Voilà. Moi, le gars qui dort à côté du feu, pour premier wokiste du monde, voilà, faut le savoir. Mais tout ça pour dire, dans le sous-titre, dans le texte, en fait, il parle de pacte faustien aussi, le gars. Nîmes parle. Et pour moi, le conte de fées, il arrive là, tu vois. Genre, il y aurait eu une espèce d'âge d'or, tu vois, une espèce de passé totalement mythifié, une espèce de conte de fées. Et il s'est passé un truc, slash, je sais pas, le Mordor, slash l'anneau unique, slash la singularité technologique. Et à partir de là, en fait, on est passé d'un truc vraiment où l'homme était un homme et finalement l'homme devient, au nom du confort, au nom de l'appréhension mathématique du monde, il est devenu une espèce étranger à lui-même, étranger au monde, enfin une espèce de truc au nom du confort matériel. Il aurait sacrifié un petit peu de je vais dire son essence un peu divine, même si c'est pas dit comme ça dans le texte. Il y a quand même, ça te le fait clairement ressentir, tu vois. Donc il y aurait une espèce de le schéma réactionnaire tout à fait classique, un âge d'or. Enfin là où pour la gauche globalement demain, globalement, je dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais globalement, d'un point de vue idéologique, c'est un peu le schéma. Demain sera meilleur qu'hier, voilà. Et pour la droite, la vision même des réactionnaires, c'est hier est mieux qu'aujourd'hui, en fait. C'est à peu près ça le schéma, quoi. Ouais, après, je sais pas si. En fait,
effectivement, alors l'expression de Faustienne, là, de l'Occident en tant que dans un pacte faustien, c'est plutôt un truc de Oswald Spengler, il dit. Et Spengler a fait effectivement, je crois, une vision assez négative de l'emballement de la technique. Mais je suis pas certain que Nîmes, pour le coup, le voit forcément négativement. Après, oui, il y a l'idée qu'en gros, on a abandonné plus ou moins Dieu pour la connaissance, le savoir, la science, et donc ce qui va mener à la technique, quoi. Et Non, qu'après, je vais te lire la fin de ce chapitre. À un moment donné, je pense que Nîmes, voilà, il le dit texto, il écrit comme ça. Oswald Spengler pourrait alors avoir raison. L'Occident aurait-il conclu un pacte faustien augmentant sa puissance tout en consumant ses enfants? L'Altéia pourrait se faire au détriment de la puissance. À un moment donné, Nîmes, je pense que c'est assez clair, il est d'accord. Alors, c'est page 24, voilà, pour ceux qui voudraient avoir le truc, c'est page 24. Fin de la page 24 pour être plus précis. Donc, à un moment donné, Nîmes est plutôt d'accord avec Spengler, tu vois, c'est le pacte faustien, c'est l'homme qui se trahit, l'homme qui sacrifie, voilà, pour le confort, la modernité, bref, etc. Donc, oui, c'est à un moment donné, voilà, encore une fois, théoricien d'extrême droite et qui est conteur de faits, inventeur de baratin, quoi. Ouais, je sais pas, j'aurais peut-être pas interprété comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il est surtout critique comment dire. Alors, il a l'impression, en fait, on va dire qu'il y a deux mouvements, donc il y a le techno-capital et il y a le politico-religieux, plus ou moins. Et le politico-religieux, il va chercher à contrebalancer le mouvement du techno-capital, en tout cas selon sa vision. Hein. Et donc lui, il a l'impression que à l'heure actuelle, la politique est négative pour le développement technologique. Et il parle même, alors il sort même un concept. Ouais, vas-y. C'est pas que la politique est négative, c'est pour lui que la politique n'a pas intégré la notion de vérité. Oui. C'est là. Oui, c'est là où aussi ce gars a une vision très naïve de la politique. Pour lui, la politique, c'est avant tout la recherche du vrai, et du vrai, on va prendre les meilleures décisions. Déjà d'une, qu'est-ce que le vrai, et de deux, quelles sont les meilleures décisions par rapport à qui ou à quoi, déjà pour commencer. Et surtout que s'il pense que je veux dire, c'est une vision très anarchiste quelque part, ça, tu vois. C'est penser que le vrai devrait être le cœur de la politique. J'ai envie de dire, qu'est-ce que dirait, par exemple, je sais pas moi, comment il s'appelle déjà, l'auteur de George Orwell, par exemple, quand il était se battre contre les fascistes dans l'Espagne de Franco, tu vois, quand il est revenu en Angleterre, tu vois, en gros, le parti marxiste anglais de l'époque, dont je me rappelle plus le nom, et quand il dit ouais, voilà ce que j'ai vécu en Espagne, en luttant contre Franco, etc. Et quand les marxistes anglais lui ont dit ouais, mais non, en fait, faut pas dire ce que t'as vu, parce que sinon ça va être mauvais pour le parti, parce que nous on fait un coup de bière à 5 bandes, tu comprends, etc. Nous on a l'URSS qui donne des ordres. Donc effectivement, il suffit que ce cuck lise Hommage à la Catalogne de George Orwell, il aurait compris que finalement la politique c'est pas la recherche du vrai, en fait. En tout cas pas nécessairement. La politique par essence c'est du combat. Donc à un moment donné, il y a une vision un peu celle d'un enfant de 4 ans par rapport aux politiques, genre oui, le vrai a disparu dans le politique, mais le vrai n'a jamais fait partie du politique. Il faut qu'il relise aussi Périclès. À un moment donné, il faut qu'il relise Machiavel, frère, le prince de Machiavel. Trouvez-moi un putain de chapitre où la vérité est dans le cœur de la réflexion du prince de Machiavel, en fait. C'est pas du tout le prince, c'est pas du tout l'idée, en fait. Donc que le gars se réveille à 20 piges en mode ouais, le politique c'est des méchants menteurs. Mais je veux dire, tu vivais où avant, quoi? Mais d'où viens-tu, quoi? Tu vivais dans quel monde, quoi? Tant de mépris dans. Ah oui, mais à un moment donné. Ouais, mais le gars, il semblait, il donc du jardin d'Éden en mode avant c'était super bien et puis maintenant, je sais pas, la politique c'est pas bien. Tu vois, bref. Après, sur la notion de vérité, après, on verra ça dans le chapitre 1. Mais on va dire que là, je pense vu ce qu'il a écrit dans le chapitre 1 par rapport à la vérité objective, par rapport à Emmanuel Kant est mort 2 fois, tu vois. Donc, on verra ça dans le prochain chapitre. Mais c'est vrai qu'il y a une vision un peu très naïve, et il a vraiment il a un propos très naïf et idéaliste, en fait.
comme par hasard, les naïfs et les idéalistes déçus, on va dire, invoquent souvent Nietzsche et Heidegger. C'est vrai que la mécanique est assez bien huilée de ce côté-là. On est sur un schéma qu'on connaît assez bien, quoi, à gauche. Bah, non, moi, je suis contre le sein graphique, donc je ne connais pas tout. Voilà. Ah oui, pardon. Ouais, non, mais après, voilà. sinon, il y a un autre concept il y a un concept qui est assez central, c'est l'idée de cathédrale, quoi. C'est un truc qui est repris souvent par Curtis Yarvin et tout, mais c'est un peu l'ensemble des universités, des médias, des ONG qui sont vus comme des trucs progressistes, qui imposent en fait une certaine uniformisation de la morale, de ce qui est bien, qui font une espèce de terrorisme intellectuel, quoi. On va le dire comme ça, même s'il l'écrit pas dans le bouquin. Mais c'est un peu l'idée derrière, quoi. C'est l'idée que tu vas être cancel, que on va t'imposer une certaine vision du monde, enfin, et que voilà, si tu t'y conformes pas, ça va pas aller, que c'est quelque chose d'invasif, et que oui, il y a plus ou moins une idéologie dominante qui serait incarnée par toutes ces institutions, et cette idéologie, bah, ce serait une espèce de progressisme, quoi. C'est ce qu'il appelle le progrès, quoi. Alors, attends, la modernité comme anti-singularité politique et religieuse. L'ère moderne, bien qu'apparemment détachée de la religion dans ses démocraties séculaires, reste influencée par des considérations religieuses. Aujourd'hui, notre société façonne son système de valeurs renseignant sur des idées qui peuvent être qualifiées de woke, des idées portées par des institutions telles que les universités, les médias et les organisations non gouvernementales. Page 25. Et gros, j'ai envie de dire, c'est Monsieur Sap qui a écrit le texte ou quoi, là? Non, parce que faire le parallèle entre les religieux et les woke, bah, je savais, enfin, dans certains podcasts, je dis que certains gauchistes ont des hôtels à Pierre Bourdieu. On est bien d'accord que c'est une vanne. Je ne doute pas qu'il y ait des immenses bandeurs de Pierre Bourdieu, parce que c'est un très bon sociologue, historique, etc. Comme il y a des bandeurs de Marx, des bandeurs de Lénine, voilà, pas dû le premier, tu vois. Mais on est bien d'accord que c'est une vanne. Il n'y a pas d'église de bourdieusienne. Il n'y a pas d'église. Enfin, au moins qu'on ait une, et on m'a pas tenu au courant, tu vois. Le parallèle qu'il fait entre la pensée religieuse et les, entre guillemets, ce qui est plus à gauche que lui, je t'avoue que voilà, c'est un pattern qu'on connaît assez bien tout cas sur Internet. Dans l'avant-propos, il dit quand même que l'accélérationnisme, ça peut être considéré comme une religion. Je pense que c'est un peu le côté. En fait, l'idéologie et religion, c'est un peu plus ou moins la même chose, j'ai l'impression, tu vois, dans son référentiel. C'est un peu stirnerien, si tu veux. Voilà, comme dirait l'autre, c'est dialectique, voilà, faut le savoir. C'est juste, il y a un type, pour lui, il y a un type de religion dominante, tu vois, en Occident, qui est donc le wokisme, plus ou moins, ou en tout cas le progrès. Et visiblement, il a l'air critique de la domination de cette religion. Et puis aussi, il dit par exemple, il y a une citation, il dit: en d'autres termes, les néo-réactionnaires restent fidèles à certains idéaux des Lumières. Ils ne font que s'opposer à la cathédrale et à sa foi, voulant que l'humanité, la démocratie et l'égalité soient des vaches sacrées. Et il avait dit aussi: la démocratie, là c'est entre crochets, tu mets la démocratie, mais elle finit par devenir un outil aux mains de parasites fabriquant l'opinion pour se nourrir des fruits du techno-capital. Et pour lui, c'est pas un bon outil de compensation de l'accélération. C'est pour ça qu'il faudrait un peu un autoritarisme, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que là, c'est là aussi on tombe à la fin de la page 25 aussi, c'est là où on tombe dans une espèce. En tout cas, je sens l'odeur de l'eugénisme, on va dire. En tout cas, c'est pas dit en ces termes, mais non, mais c'est pas dit. Je dis pas qu'il l'a dit. Je dis juste que en termes de développement, si on va au bout du raisonnement. Je connais. Alors, je vais lire un peu le truc, tu vois, c'est la démocratie est justement pensée comme une forme de contre-pouvoir reposant sur... Attends, c'est pas ça le truc. D'un point de vue politique, dans le paysage de la modernité, l'avènement que l'on nomme la démocratie libérale marque une étape majeure. Toutefois, les concepts de liberté et de démocratie peuvent sembler contradictoires. Comment concilier la liberté individuelle avec la soumission aux décisions d'une majorité ? La démocratie est justement pensée comme une forme de contre-pouvoir reposant sur la souveraineté populaire, venant limiter la liberté. La démocratie libérale, à l'instar des systèmes efficaces dans d'autres domaines, devrait théoriquement s'améliorer grâce à un processus de feedback continu. On appelle ça les luttes sociales, connard. Après, c'est... Bon... la démocratie, c'est pas une start-up, frère, à un moment donné. Bon, enfin bref. Je vois trop le présent. Alors, les enfants, on va faire un feedback. Alors, qu'est-ce que vous avez à me reprocher?
Le- Ah, Non c'est un mais peu le principe. Oui, il a pas tort sur ça. Tu vois. oui, il a pas tort, mais il a une vision. Il a cru que, non, je sais pas. Enfin, limite, il a qu'à faire un soviet, tu vois. Il verra bien, tu vois. Enfin, enfin, bref. Dans la nature, la sélection naturelle. Dans la nature, voilà, c'est ça. Voilà. Dans la nature, la sélection naturelle façonne les espèces. En science, les théories sont testées et affinées par l'expérience. Je change de page pour aller à la page 26. Dans l'économie capitaliste, les entreprises évoluent en tenant compte des retours de leurs clients. De la même façon, en théorie, la démocratie permettrait à un gouvernement de s'améliorer apprenant de ses électeurs, un peu comme un scientifique apprend de ses expériences. C'est là qu'en fait, il est con comme une table, en fait. Il est con. C'est le gars, il est con. J'ai pas d'autres mots. Pourquoi tu veux insulter tout le monde Non, mais voilà, c'est ah oui, mais la démocratie quand même. Comment alors mais faudrait un retour, machin. Mais enfin, mais tu comprends pas que la démocratie c'est un rapport de fin. Mais tu comprends pas que le politique que démocratique ou dictatorial. Enfin, la politique, la nature de politique, c'est le rapport du pouvoir. Enfin, mais le gars est con en fait. Le gars est con. Le gars parle de feedback. Nous, on est là, mais dans la réalité, ton feedback, ça s'appelle des luttes sociales, frère. Voilà. Il y a l'esclavage, et bizarrement, les esclaves se révoltent, tu vois. Ils disent pas amen, bizarrement, tu vois. Enfin, les mecs, quand ils sont au bord de crever la dalle, bah, bizarrement, les pauvres ont une tendance à se révolter. Enfin, voilà la gueule de son feedback, en fait, connard. Enfin, mais putain, mais le gars vit sur YouPorn, en fait. Je comprends pas le délire du gars. C'est même pour un gars qui est apolitique, qui n'a aucune culture historique sur les luttes sociales, etc., etc. Enfin, il lit ça, mais gars, mais c'est écrit par Dark Sasuke 666, quoi. Putain, le gars, dans les années 2000, il avait un blog. Moi, je pourrais tenir cette taille que le gars, dans les années 2000, il avait un putain de Skyblog de merde, en fait. Où il était fan de Sasuke. Je le sais, voilà. Faut le savoir. Mais, non, mais le gars est débile. Le gars, non, mais je lis le truc, mais le gars est débile. Et Julien Rochdy, il est en mode, regardez, je publie des gros penseurs, regardez, le traité néo-réactionnaire, mais genre, j'ai d'être ça chacal. Mais putain, mais le niveau de torche-cul du truc, mais, ah, moi, je veux bien que les auteurs gauchistes comme Bourdieu et autres soient imbitables, soient extrêmement chiants à lire, tu vois. Ça, c'est un truc que je peux leur reprocher, mais à un moment donné, là, on est face au Seigneur des Anneaux, mais version blog, en fait. Ouais, avant, c'était mieux, avant, machin, et puis maintenant, la démocratie, c'est pas très bien parce qu'il n'y a pas de feedback. Mais putain, tu vivais où pendant... Enfin, mais vas-y, je te laisse, vas-y. Là, je sens que je suis en train de m'énerver. Non. Après, non, c'est vrai que c'est un bon argument de dire que, en gros, enfin, l'État démocratique, il essaie de matérialiser les rapports de force dans la société et enfin, en tout cas, il essaye de le faire sur un principe qui est un homme une voix, plus ou moins. Mais bon, on va dire que ça évite en tout cas que effectivement il y a un dictateur qui abuse de ses pouvoirs et que le peuple ait à prendre les armes pour le renverser. Là, au moins, on peut passer par un processus d'élection pour essayer de le dégager, quoi. C'est déjà un peu moins violent. Et puis, dans une assemblée nationale, effectivement, on essaie d'avoir des groupes qui sont plus ou moins représentatifs de la sensibilité politique des individus, même si c'est pas parfait, hein, parce que on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'abstention et que parfois c'est compliqué d'arriver dans le jeu politique. Après, je pense que l'idée, je peux me planter, hein, mais je pense que son idée, elle est de dire que en gros, il y a un peu le côté la démocratie, il y a beaucoup un jeu de l'opinion. On va essayer de manipuler les lecteurs. Alors c'est un peu une vision crédule de l'électeur qui est facilement manipulable, mais en gros il dit voilà, ils sont un peu concons, on peut acheter leur voix, tu vois, on peut les manipuler. L'objectif c'est pas d'être le meilleur dirigeant, l'objectif c'est d'être le plus grand charmeur, tu vois, celui qui récupère le plus de voix. Et puis on va acheter. Alors ça, je rajoute ça parce qu'il le met pas dans le livre, mais on va dire que on va payer les lecteurs. Tu vois, on va lui dire je te promets de te filer tant d'argent si jamais tu votes pour moi. Je te promets machin, je te ferai tel cadeau et tout, un peu un système clientéliste, quoi. Et dans des visions comme celle de Hans Hermann Hoppe, par exemple, je crois qu'il en parle d'ailleurs dans le premier chapitre. Il y a plutôt l'idée que voilà, genre le monarque, il va être au-dessus de ça, tu vois, il va être au-dessus de ces considérations-là. En plus, il va penser à l'intérêt long terme. Contrairement aux politiciens qui pensent aux élections court terme, tu vois. Et donc, il y a cette idée que ça va être mieux. Après, il me semble quand même que l'histoire a montré que ça se passait pas toujours très bien quand il y avait un gars qui avait tous les pouvoirs. Et qu'en termes de système de spoliation, c'était généralement assez massif.
Non, mais En tout cas, le mec se retrouvait avec beaucoup de baraques et nous avec pas beaucoup d'argent. Mais bon, ça. Non, mais le mec, en fait, c'est un djihadiste, en fait, le gars, il le sait pas. Parce que en fait, il mise sur un dirigeant vertueux. Ouais. Ouais, bah, excuse-moi, les djihadistes, c'est quoi leur système? C'est des dirigeants, c'est des dirigeants religieux, donc vertueux. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je peux retrouver Non, mais c'est magnifique, tu vois, parce que bon, vu qu'il est publié par Julien Rochdy, je pense qu'il y a très peu de chances pour que ce soit un antiraciste, voilà. On va dire conséquent. Donc c'est assez bizarre que voir que ces deux tocards en fait, et finalement pour voilà, face aux problèmes voilà économiques, voilà de société, etc. Leur solution miracle c'est ouais un dirigeant fort avec mais t'inquiète, on va donner tous les pouvoirs à ce gars-là, il va avoir une vision à long terme, mais t'inquiète frère, il va jamais abuser de ce pouvoir. Ok. D'accord, ok. Non mais là aussi je suis affligé par rapport à ce genre de débile profond en fait. C'est que ouais les individus sont manipulés par les médias. Effectivement la critique des médias, on peut faire une critique des médias effectivement. Enfin parce que la démocratie libérale part sur deux postulats de base. Enfin on peut en rajouter quelques-uns mais on va dire il y en a deux gros. On va dire c'est le choix de l'électeur éclairé qui a besoin d'une presse libre pour l'informer de manière éclairée. Quel genre d'information éclairée on peut avoir quand les médias sont aux mains de quelques milliardaires avec une idéologie bien marquée? Bizarrement, tu vois, là, on pourrait faire une vraie critique de ça. Sauf que ce cuck le fait pas, parce qu'il s'en bat les couilles. Et donc, une question intelligente qui pourrait poser dans une démocratie libérale qui se base quand même sur le vote du citoyen éclairé, qui vote pour son meilleur représentant, il pose pas la question, cet abruti ne pose jamais, à aucun moment, il pose la question, pourquoi il n'y a pas d'éducation à la conscience politique dans les écoles? Pourquoi? Après, il va me dire, oui, mais dans les facs, les woke, etc. Oui, dans les facs, mais à l'école primaire. Enfin, ce qui est quand même formidable. À aucun moment, Nîmes ne pose la question de la contradiction fondamentale entre une démocratie libérale qui repose essentiellement son fonctionnement sur l'élection, le citoyen qui vote pour le représentant qui défend au mieux ses intérêts. Et bizarrement, dans ces sociétés-là, il y a énormément d'abstention. À aucun moment, il pose la question du comment c'est possible. Non, pour lui, le vrai problème, c'est les autres, c'est les clientélismes. Oui, effectivement, et on fait beaucoup de cadeaux aux capitaux d'industrie, aux méga de la tech, etc. Je dis pas le contraire, mais à un moment donné, je pense pas que ça soit son cœur du cible. Donc à un moment donné, vraiment, on est vraiment dans une vision de l'extrême droite où en fait ils sont là, il y a un complot, les woke, machin, mais ils posent jamais les questions à $1 million parce qu'ils ont pas les neurones pour les poser en fait. Parce que fondamentalement, un truc inégalitaire, ça en touche une sans faire bouger l'autre en fait. Ce qui les intéresse pas, c'est nous on veut faire du pognon, nous on veut faire des trucs, mais la démocratie ça nous fait chier. Voilà, en gros c'est ça l'idée, tu vois. Attends, j'avais retrouvé là justement un extrait donc du Fédéraliste numéro 51. James Madison qui disait si les hommes étaient des anges, aucun gouvernement ne serait nécessaire. Si les anges devaient gouverner les hommes, ni un contrôle externe ni un contrôle interne sur le gouvernement ne serait nécessaire. Sous-entendu que voilà, l'idée en gros de mettre les contre-pouvoirs, en tout cas dans la discussion sur la Constitution américaine et tout ce genre de choses, c'était l'idée plus ou moins que l'homme n'est pas parfait, l'homme n'est pas absolument bienveillant. Donc lui filer les clés d'un truc qui est capable de faire des génocides et de nous foutre tous en prison, ça va peut-être nécessiter quelques moyens de contrôle, quoi. Donc c'est sûr que c'est une vraie question. Après, j'avoue que j'avais pas lu assez Hans Hermann ou d'autres auteurs comme ça pour voir comment est-ce qu'ils tentent de répondre à ce genre d'interrogation. Je pense qu'ils se disent que fondamentalement, en gros, la démocratie finit par devenir totalitaire et que finalement un monarque il est capable de se contenir et de se retenir parce que sinon les gens vont pas être contents et vont sortir avec les fourches. Mais c'est vrai que alors ce n'est pas ça, c'est un feedback. N'oublie pas, c'est un feedback. Oui. mais je pense que là est le questionnement central. Parce que en soi, Yarvin il dit quand même, je veux quand même un maximum. Enfin, en tout cas, il le faisait à une époque, je crois. Il parlait d'un patchwork, c'est-à-dire il disait qu'il voulait un maximum de micro cité-État. Ou alors certes, il y aurait un dirigeant plus ou moins un CEO, quoi.
genre Elon Musk City, ce genre de truc, mais ce serait pas d'une grosse taille, quoi. Donc il y aurait une forme de concurrence, un petit peu comme ce qu'on a à l'heure actuelle avec le marché. Mais je pense que fondamentalement, oui, la question ici, elle est, en gros, est-ce que enfin, c'est un duel entre est-ce qu'il vaut mieux un homme providentiel ou est-ce qu'il vaut mieux le pouvoir de la population, quoi. Bon, pour le coup, il a choisi. Hein. Il a choisi. Oui. Lui, il fait un choix qui est de dire, voilà, il vaut mieux au moins une élite, on va dire, que le pouvoir de la populace. Et en soi, je peux entendre l'argument par certains aspects, mais le truc, c'est que il y a des conséquences réelles et que généralement, on a vu que ça n'est pas toujours une grosse réussite quand il n'y avait pas au moins une boucle, voilà, une rétroaction, une boucle, un contrepoids, je ne sais pas comment est-ce qu'il a appelé ça dans le bouquin, mais mettons les élites au moins en concurrence, voilà, à minima. Quoi. Ça me fait penser à enfin le jeu vidéo maintenant il s'appelle, enfin qui a été adapté Fallout en fait. Je sais pas si tu connais Fallout ou pas le jeu. Ouais, je connais. Dans chaque silo après la guerre, enfin après le truc atomique, chaque silo a son propre mode de fonctionnement. Ils sont tous en concurrence les uns les autres en fait pour déterminer qui est le meilleur. Je sais pas, ça me fait un peu penser à ça, tu vois. Ouais, il y a. Après, la démocratie, enfin, on va dire c'est la fameuse tyrannie de la majorité de Tocqueville, mais c'est vrai que la démocratie pose la question de est-ce que parce que le peuple vote quelque chose, alors on peut dire que ce soit à 51%, mais on pourrait même imaginer aller à 70, à 80, à 90, est-ce que c'est quelque chose pour autant qui est juste ? Est-ce que c'est juste de faire une action à l'encontre d'un individu parce que la grande majorité dit qu'il faut le faire ? Mais Vas-y. La question se pose aussi pour une personne, ou pour 10%, ou pour 5% en fait. Et plus le pouvoir il est concentré, plus historiquement on a vu que c'était assez facile pour certains de nous baiser. Sauf qu'encore une fois, les droitards n'arrivent pas à penser, oui, la dictature de la majorité. Oui, si 51 ont décidé que, mais donc machin. Je fais, mais c'est abruti déjà. Enfin, comment je pourrais dire ça sans être trop méprisant ? Ils ont jamais questionné le contexte d'un choix. Par exemple, je sais pas. Aujourd'hui, prenons l'exemple simple. Est-ce que CNews, à force de matraquer les mêmes infos dans les esprits H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce que quelque part, les gens qui sont exposés aussi massivement et aussi brutalement et souvent à des idées racistes, est-ce qu'ils voteraient pas un petit peu raciste ? Voilà. Moi, je pose la question. Bizarrement, tu vois. Eux qui sont si prompts à dire à quel point la foule est manipulable, ils font jamais le lien entre manipulation médiatique, enfin, ils font jamais le lien entre, la dictature de la majorité et les médias, etc. Ils font le lien uniquement quand c'est les woke, uniquement quand, je sais pas, ça va contre leur présupposé de leur vision du monde, en fait. C'est-à-dire que, bizarrement, tu vois. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis un grand fan par exemple, du groupuscule Les Enragés durant la Révolution française, tu vois. Ils n'ont pas eu accès spontanément à toutes des bibliothèques entières, mais spontanément, tu vois, ils ont demandé droit de vote pour les femmes et abolition de l'esclavage, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est qu'on laisse un petit peu les gens, sans leur forcer à mettre de la merde dans le cerveau, bizarrement, il peut y avoir des trucs super intéressants qui peuvent émerger spontanément, tu vois, en termes de prise de conscience et de décision. Mais après, Tocqueville se choque, oui, la dictature de la totalité, mais moi, je questionnerais plutôt quelle est la condition de ces 51%. Moi, c'est ça que je pose, et c'est là la question gênante, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont eu quoi comme accès ? Pourquoi ils ont voté ça à 51% ? C'est comme dirait Mandax, quelles sont les sources ? Ils ont eu accès à quoi comme médias ? Qu'est-ce qui justifie un tel vote, etc. À un moment donné, c'est... Voilà, moi, ces questions-là qui sont des questions, j'ai envie de dire, primordiales, extrêmement intéressantes, mais en tout cas que le livre ne questionnera jamais, parce que le livre, c'est un livre de branleur, quoi. Enfin, c'est un livre de branleur, quoi. T'abuses. Mais après, oui, il y a la question effectivement comment tu fais consentir une population à ton action politique, si ce n'est au moins par un vote, quoi. Tu vois, c'est. Voilà. Comment tu fais pour acquérir la légitimité sans vote ? C'est compliqué.
Et après, bizarrement, tu vois, ce con ne parle jamais de mandat impératif. Tu vois, le syndicalisme révolutionnaire au 19e siècle, il a eu affaire au même défi. C'est-à-dire que oui, on vote pour quelqu'un, mais qu'est-ce qui nous garantit que cette personne va bien appliquer ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait que ce délégué syndical va vraiment se battre pour nous au lieu de prendre un pot de vin et puis se barrer aux Bahamas, tu vois? Bah non, il y a eu ce qu'on appelle le mandat impératif, tu vois. Donc à un moment donné, en fait, c'est ça moi qui me fait chier en fait, ce genre de bouquin, ce genre de merde écrit par des gens qui n'ont aucune culture en fait. C'est ça me fait chier en fait. C'est les mecs, il a lu 3 lignes d'Heidegger et 2 lignes de Nietzsche, le gars, il en dort plus depuis ses 20 ans, tu vois. Non mais véritablement, je le pense, tu vois. Donc à un moment donné, j'avoue que j'ai du mépris pour ce genre d'auteur. Il a lu aussi du Wittgenstein. Ouais, mais il a lu 2 citations Facebook, arrête, faut pas. Et attends, en gros, c'est un auteur costaud comme ce gars-là. Non, il a vu 2 posts sur. C'est vrai. Il a vu 2 posts sur Facebook, frère, mais à un moment donné, faut arrêter. Ce bouquin, c'est juste des articles de blog d'un mec cringe de 20 ans qui s'appelait Dark Sasuke 666 dans les années 2000. Voilà, on va être clair. Enfin, faut arrêter, quoi. Ce livre, voilà, je respecte ce livre parce que j'allais dire, c'est Rudy qui me l'a acheté. Non, c'est parce que c'est Juju qui me l'a acheté. Mais sinon, je vous dis, ce livre est un très bon torche-cul, en fait. C'est un très bon torche-cul. Ah là là, ouais. Écoute, moi j'avoue que j'ai de la certitude de Wittgenstein chez moi. J'ai essayé de le lire. Il y a quand même la moitié des trucs où tu te dis Jean-Claude Van Damme, viens m'expliquer s'il te plaît ce qu'a voulu dire Wittgenstein, tu vois. J'adore Wittgenstein. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ouais. Parce que après, t'es là, oula. Non mais Wittgenstein, j'ai essayé de le lire, tu vois. C'est costaud quand même, hein. Faut pas mettre ça entre toutes les mains. Hein. C'est quand je vois le gars, oui j'ai lu. Non, il a autant lu Wittgenstein que moi j'ai lu Charles Maurras, tu vois, qu'il a niqué sa mère quoi à un moment donné. Enfin quoique Charles Maurras, j'ai commencé à lire sa bio de Ziv Sternel d'ailleurs. Non, je crois que Ziv Sternel c'est Maurice Barrès. Maurras c'est Philippe Burin, je crois que l'historien qui a fait la bio de Maurras. Enfin bref. Et donc ouais là par exemple là justement par rapport voilà, en bon idéaliste, machin, il va nous pondre quand même un sous-titre, la vérité contre la vie, quoi. Putain, mais on peut pas faire plus nietzschéen que ça. Hein. La vérité contre la vie. Bah, je crois que c'est qu'il explique ce que dit Nietzsche, non? Mais je pense pas qu'il soit d'accord avec. Je me souviens plus. Attends, bah vas-y, commence à me l'est, vas-y, j'ai recherché un petit peu, quoi. Comment ça me plaît? Vas-y, commence à me l'est. Non, sinon après, sinon Yarvin, il aime bien aussi un mec qui s'appelle Thomas Carlyle, que d'ailleurs Nîmes cite, qui est un gars, alors qui est d'ailleurs à l'origine de l'appellation de l'économie comme science lugubre. Je crois qu'il a aussi pondu un texte un peu raciste, du type. Enfin, c'était plus une espèce de conservateur, il me semble. Mais il avait pondu, faudrait que je retrouve parce que j'ai pas tous les bails. Oui, il a écrit un truc qui s'appelait un discours occasionnel sur la question du N-word. Quoi Attends, tu peux la faire plus doucement, s'il te plaît? Ouais, alors là je suis sur la page Wikipédia de Carlyle. Il a marqué Carlyle est connu également pour un pamphlet raciste, An Occasional Discourse on the N-word Question, dans laquelle il défendait l'esclavage et la domination de l'homme noir par l'homme blanc. Écrit qu'il a largement discrédité, y compris parmi ses proches. Ah putain, je savais pas, c'est dans ce truc qu'il appelle l'économie la science lugubre. Ah merde. Et donc ce gars-là, en fait, est mis en avant par Nîmes, en fait. Alors il est mis en avant surtout par Yarvin. Alors après, j'imagine que Yarvin doit peut-être se désolidariser de ce discours sur la question N-word. Mais bon, peut-être pas. Apparemment, je crois qu'on a des archives. Je crois qu'il aurait répondu. C'est un débat qu'on en doit avoir en privé parce qu'en public, bon, au vu des conséquences, voilà, faut qu'on ait cette discussion en privé. T'es vraiment une salope. Oui, c'est moi. Oui, vas-y. Oui, je suis un gros salaud. Un gros salaud. Et donc, comme par hasard, traité néo-réactionnaire, et bizarrement, il y a des accointances avec des racistes. Qui aurait pu le prédire, quoi, quelque part. Ah ouais, parce que en plus là je suis en train un peu de feuilleter en même temps, je suis en train de feuilleter parce que bon à un moment donné les conneries justement je crois que c'est dans je suis en train de voir c'est dans ce chapitre là en fait où PTDR Nîmes commence à clasher Emmanuel Kant. Vas-y, tu veux que je te lise le passage? Tiens, vas-y. Non, je crois que c'est dans le premier, non?
Non, attends. Vas-y. Attends. Non, c'est dans l'intro. Ah, quoique, non, je dis connerie, t'as raison, c'est dans le chapitre 1. Introduction. Attends, je vérifie. Non, c'est dans le chapitre 1, effectivement, t'as raison. Non, c'est attends. Il évoque vite fait Kant en fin d'introduction, mais vite fait. Non, c'est bon, c'est bien dans le bon truc, c'est pas moi qui me suis vanté, c'est bon. Non, alors c'est page 29. Pour Kant, Dieu est une simple nécessité morale plutôt qu'un agent causal du monde physique. Dans sa critique de la raison pratique, Kant soutient que l'existence de Dieu est une postulation de la raison pratique nécessaire pour donner sens à l'idée de la moralité universelle et de la justice ultime. Cela signifie que l'existence de Dieu est dérivée non pas de preuves empiriques, mais de la nécessité de donner un fondement à l'ordre moral et à l'espoir de justice dans un monde où la vertu n'est pas toujours récompensée et de manière évidente. Kant place Dieu dans le coma, Schopenhauer le débranche discrètement et Nietzsche prononce le décès. Mais... Je trouve que la formule est jolie. Au moins, il y a un bon point quelque part, quoi. C'est un peu comme Moria Bouteja, là, une culture, elle aussi. Oui, je l'ai dit. Oh putain, d'ailleurs, Boutelja, j'ai vu un passage d'elle là récemment. J'étais là, ok. Sur Contretemps, je sais pas, je crois que c'est ça, non ? Non, attends, je sais pas. C'est pas c'est peut-être pas le moment de dire ce genre de truc, mais. Vas-y, on s'en fout. On est chez les anti-modernes. Bouteja à sa place. Vas-y, shoot. Attends, faudrait que je le retrouve, hein, parce que j'ai vu ça hier, mais je sais pas si je vais réussir à le retrouver. Vas-y. Attends. Je vais réouvrir tous mes liens Twitter. On parle de nerfs réactionnaires, je suis quelque part Rouya à sa place. Rouya à sa place, tu crois ? Ah ouais, non, mais moi j'ai vu ça, j'étais... Ah ouais, quand même. J'avais pas souvenir de ça. J'étais Rouya là, choc bar de baiser. Bah vas-y, là, t'es en train de faire monter la mayonnaise, la cascadie, là. Attends. Cascadie, la dame. Bah ouais, mais j'essaye de le retrouver, mais il y a 50 onglets. Ah voilà. Oh putain, oui. Alors attends, je l'ai trouvé, je suis pas sûr de la source, hein. Mais j'ai vu un truc du style. Alors il y a marqué. Oui, tu me rétorqueras que les indigènes s'identifiant comme LGBT font partie de mon peuple. Ce à quoi je répondrai par l'affirmative. Sauf que je le répète, j'ai un pied dedans et un pied dehors. Comme militante décoloniale, je ne me laisse jamais emprisonner par les indigènes que je sais intégrationnistes. Que ce soit ceux qui résistent en prenant le risque de la réaction, les homophobes, ou ceux qui adhèrent au modèle blanc sans les interroger, les progressistes. Si je fais le choix de soutenir plutôt ceux qui refusent le modèle LGBT, c'est pour soutenir les résistances muettes qui sont de race et de classe, mais ce n'est pas la seule raison. En tant que fanonienne, j'ai une aversion pour l'imitation, mal dont nous, indigènes, sommes incurables. Aussi, quand je vois des modèles alternatifs qui s'inventent et qui échappent aux besoins de l'État, mon réflexe est de les soutenir et non de les combattre aveuglément. Et pour le coup, j'ai lu la conclusion de Peau Noire et Masque Blanc. Je pense que la meuf, elle a lu Frantz Fanon comme moi, je suis bouché, quoi. Non mais à un moment donné, faut que PDH admette et les fans de PDH admettent dans leur cœur, ce sont les tirailleurs sénégalais d'égalité et réconciliation, en fait. Faut qu'ils commencent à admettre. Faut qu'ils commencent. Voilà. Simple. Faut qu'ils commencent à arrêter de blablater. Enfin voilà. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vu ça, j'étais. Faut qu'ils arrêtent, en fait. Faut qu'ils arrêtent. La meuf, on sait très bien qui est. Enfin bref, Mais j'avoue, oui, Tata Bouteja, encore une fois, c'est la Tata Réac, en fait. Oui, ok. Quand il y a Youssef Boussouna qui a besoin, qui décrit Netanyahou comme premier degré, Netanyahou, c'est un reptilien. Et non, il a vraiment écrit ça, comme si on avait besoin d'inventer une vie à Netanyahou pour le détester. Mais enfin bref, non mais voilà, quand les mecs te disent ça avec 1 litre de rouge, ouais, Netanyahou ce reptilien, ouais, bien sûr, le gars il a la ligne autour de la tête, le gars c'est un demi-dingo quoi. Donc faut arrêter les conneries, PDH, faut vraiment la gauche ne sera jamais crédible qu'on aura vraiment ces déchets à côté de nous quoi, à un moment donné quoi. Et puis leurs fans, putain, mais c'est vraiment le cancer quoi. Putain, c'est vraiment des mecs, enfin bref. Je vais pas polémiquer trop là-dessus, mais ouais, bref, voilà. Ouais, là j'ai un petit extrait, tu vois, de la conclusion de Peau Noire, Masque Blanc, tu vois, où t'as Fanon qui dit « Ma peau noire n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques. N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIe siècle ?
il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau, de mission Enmo, il n'y a pas de fardeau blanc. Et là, à la fin, il met, il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique instrumentale que j'introduis le cycle de ma liberté. Donc moi je sais pas où Fanon il dit que c'est un problème s'il y a des Renois qui deviennent LGBT quoi. À quelle ligne quoi. Non mais je veux dire le mec dit arrêtez de nous casser les couilles avec nous fixer dans le passé et la meuf je sais pas, je comprends pas. Même si c'est Bouteja, il y a rien à comprendre, c'est juste une connasse avec un fan club quoi, c'est bon, il y a rien à comprendre. Mais enfin bref, donc ouais, qu'est-ce que je voulais dire? T'as d'autres choses à dire pour cette introduction de traité néo-réactionnaire? Bah écoute, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Oh putain, ça a été posté il y a 3 jours en plus, le truc de Bouteja. Ah ouais, c'est du tout frais. Ouais, bon. Non mais. Ouais, bon, alors ça s'intitule Sexualité et politique, le pari du flou, réponse à Sandra Lucbert, voilà. Et sur ce contretemps, pour ceux qui veulent savoir. Ah bah c'est sûr, bah voilà, c'est bien là. Mais bon, repassons à Nîmes. Voilà. Alors voilà, Bouteja, personnellement, je lui pisse à l'arrêt quoi. Donc elle, Wissam, Sabrina Waz, toutes ces cliques de merde. À un moment donné, je te ferai tâter du goulag à tout ça, moi, pour leur mettre les. Bon, alors non, mais par contre. Par contre, je tiens quand même, voilà. Martin, tu dois dire que tu apportes ton soutien aux civils palestiniens qui subissent la répression du gouvernement israélien. Oui, mais vu que... Pour clarifier tout malentendu... Oui, mais je soutiens les Palestiniens, mais sans les négationnistes de la flottille pour Gaza, sans Rima Hassan qui promulgue des médias, je crois, anti-LGBT, si je dis pas de bêtises. Donc, sans Émeric Caron qui tweet parce que il dit que Israël en fait est protégé parce qu'ils sont juifs, spécifiquement juifs. Non, autant te dire que je suis pro-palestinien, mais je suis pas antisémite. Donc, je pose la question, est-ce que j'ai ma place au club? Voilà. Je suis pas. Ah bon, les antisémites ont leur place au club? Putain, c'est pas. Ah oui, normal, regarde ce connard de Brésilien là qui était dans la fille pour Gaza, qui était à la fois négationniste, antisémite, etc. Street Press, on a fait un article, tu vois. Donc à un moment donné, moi est-ce que finalement la cause palestinienne est trop sérieuse pour la laisser aux pro-palestiniens quelque part? Moi, je pose la question. Voilà. Voilà. Très bien, et repassons sur le traité néo-réactionnaire. Voilà. Repassons sur ça. Non, mais est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Je suis pas sûr. On a présenté l'accélérationnisme, on a évoqué la cathédrale, on a évoqué les principes plus ou moins néo-réactionnaires qui sont évoqués dans le début du bouquin, la singularité, le problème de la modernité et du wokisme, quoi. Qu'est-ce qu'on a? La démocratie aussi. Je crois qu'on a un peu tout dit. Bon, après, on a parlé de Nietzsche et Heidegger. Ouais. Et puis après, on a fini. Fait le tour. Vu qu'on a un peu digressé sur Bouteja, vu qu'on parlait des anti-modernes aussi, voilà, ça allait dans le ton, tu vois. Ça finit sur ça. Donc, soutien à la Palestine. PDH, allez vous faire foutre. Voilà. Et puis voilà, on reste sur ça. Ok. Donc, ok. Et nique sa mère américain, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a le droit aussi d'enculer la pas du team dans le lot, parce que tu peux. C'est même avec respect du consentement toujours, mais enfin voilà. toujours. Avec cordialité. J'allais dire une dinguerie, mais non. Non, j'ai pas assumé la dinguerie. C'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui as trouvé la vidéo de Chris? Oh non, t'es vraiment enculé. J'ai coupé ça à la fin, T'es vraiment enculé. Est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui as trouvé ce passage? Parce que les gens vont penser PDR, c'est Martin qui a trouvé un truc, machin, alors que c'est pas moi. Moi, je suis en dehors des bails à chaque fois. Les 3/4 du temps, je suis en dehors des bails, mais les gens m'y mêlent. C'est vrai que j'ai un peu des dons de stalker, malheureusement pour moi. J'essaye de soigner ça. Mais, et quelque part, est-ce que mais par contre, c'est pas...
Tu n'avais pas le C'est bon pas moi qui ai retrouvé process. Doomit, hein. Non, parce que le club de bridge, bon, pardon, mais j'aurais jamais deviné, quoi. J'avoue, c'est la seule information qui m'a choqué dans le docs. En dehors du docs, bien évidemment, c'est le club de bridge. Moi aussi, tellement. Putain, j'ai tellement coupé ce passage, Doomit va nous faire une descente d'organes. Oh non. Ok, tu vas-y, bipes certains mots. Ah, c'est bon. Le club du bridge. Ah putain. Ah, tu sens le marxisme décolonial vénère, tu vois. C'est pas le gars s'entraîne à la guérilla dans un club de tir. Non, le gars joue au bridge. Non, c'est la folie, quoi. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est sur LinkedIn, il disait, je crois qu'il disait juste un truc du style, je sais plus, ouais, j'en ai eu marre, en fait, d'entraîner des gens qui étaient pas bons et qui voulaient pas faire d'efforts, tu vois, pour le bridge, je sais pas quoi, tu vois. Putain, mais. Moi, j'étais en mode, ah ouais. Et saoulé, quoi, que ces élèves, ils arrivent pas à grind, les World Series of Bridge, quoi. Ouais, PTDR, vous êtes des joueurs à 600 Elo sur chess.com, voilà, venez pas me parler, quoi. C'est tellement ça. Oh putain. Oui, j'ai besoin de vrais joueurs avec qui ont des hanches en plastique. Voilà, des joueurs sérieux, quoi. Non, mais putain, Doomit, quoi. Enfin bref, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour, non? Ouais, je pense aussi. Après, je sais pas si c'était très, comment dire, très bien cadré pour la plupart des auditeurs, mais on a parlé de tous les sujets plus ou moins qui étaient abordés dans l'avant-propos et l'introduction. Donc voilà, on abordera probablement la suite plus tard. Ouais, et puis j'avoue sur ce podcast-là, en fait, pour ouais, mais Martin, il est vénère, il passe son temps à mépriser, à partir en couille. Eh, c'est pas vous qui vous êtes tapé le livre. Hein. Encore, ça va. Merci, Juju, de m'avoir offert le livre. Merci, voilà, merci. Seigneur, vous êtes trop bon, touchez ma bosse. Voilà, vous êtes trop bon, mon Seigneur. Mais c'est pas vous qui vous tapez le bouquin en mode, j'en ai marre. Attends, comprendre l'Empire, j'ai dû le relire. Les Blancs et les Finous de Rien Bouté déjà, je l'ai relu 3 fois. Maintenant, cette merde. Bah, ça va, moi je suis habitué à du caviar, les frères. Moi je lis des trucs de haute valeur, quoi. Ça va. Enfin, respectez, respectez mon body count, tu vois. Enfin, je lis des trucs sérieux. Je passe de Moïse Postone à cette merde. Franchement, j'ai mal, quoi. Non, et autrement, pour le livre, tu peux remercier mon avocate qui va récupérer les thunes de mon entreprise. Et puis tu peux remercier aussi les erreurs de mon entreprise qui met qui met des bourdes énormissimes pour payer plus. Voilà. Donc, alors, remercier. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, en fait, en gros, Juju, il prépare sa défense de salarié comme il prépare une vidéo YouTube. C'est-à-dire que son entreprise lui a envoyé un courrier et voilà, et Juju en mode debunk. Ouais, non, manque de source. J'ai le contre-nom. Enfin, t'as fait un document, je crois, de 38 pages, c'est ça, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 38 pages. Putain, mais genre, script de vidéo YouTube debunkage. Ça va. Ouais, d'ailleurs, l'avocate, elle m'a dit merci, c'était très clair et tout. Pas de souci. Voilà, je m'abonne, je lâche un commentaire, j'active la cloche. Au moins, t'as une abonnée, voilà. Quoi. T'as moins une abonnée. Ouais, enfin, bref. Bon, c'était de retard fragile et Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous.